on est au-dessus du fleuve Saint-Laurent, on voit les chars qui klaxonnent, on voit la police qui s'organise, puis on voit les lumières s'allumer en même temps que le lever du soleil. C'est une espèce de scène où c'était comme, à ce moment-là, je savais pourquoi j'étais là. Bonjour à tous, un petit mot pour remercier ceux qui nous appuient financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, que nous allons pouvoir continuer de vous offrir du contenu vraiment intéressant et même continuer de vous surprendre. Ceux qui nous suivent comme ça et qui voudraient en savoir plus, qui voudraient accéder aux épisodes également d'avance, sans publicité, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Vous pouvez descendre comme ça le curseur sur YouTube, vous allez voir l'option rejoindre, se joindre, et vous allez voir que pour une somme modique, vous allez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, et également du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, on est sur Patreon également, le lien est dans la description. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde, un balado dans lequel je fais le pari qu'il reste des gens que l'on pense à gauche, à droite, que l'on soit carnivore, herbivore, qu'il reste des gens donc pour en discuter. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un ethno-nationaliste, c'est comme ça que cette personne-là se présentait, quelqu'un donc qu'on classe généralement à l'extrême droite. Ça m'a été un peu reproché, je m'y attendais, et puisque le balado est depuis devenu le véhicule de l'extrême droite, j'ai décidé de recevoir l'un des activistes qui est monté sur le pont il y a quelques mois. Je vous présente Jacob Pirot. Salut. Salut. Oui, est-ce que l'extrême droite, ça te convient comme étiquette? Extrême droite, non. Non, hein? C'est ça. Non, je te nargue, mais c'est parce que apparemment qu'on devient d'extrême droite quand on parle avec quelqu'un d'extrême droite. J'ai voulu casser ça, recevoir quelqu'un qui est peut-être plus à l'extrême gauche. Gauche? Ah oui. Non, monter sur un pont, c'est pas d'extrême gauche? C'est intense, mais c'est pas... ça dépend pourquoi tu le fais, right? Tu pourrais le faire pour n'importe quoi. OK. Non, mais ça, c'est sûr qu'il faut qu'on parle de ça, par contre. Parce que s'il y a l'extrême droite, est-ce qu'il existe une telle chose que l'extrème gauche? Si on se définit, tu sais, je veux dire, c'est une ligne, puis tu as la droite, puis tu as la gauche, puis il y a un extrême parce que c'est une ligne, il doit y avoir une extrême gauche quelque part. Oui, je pense que quand on parle d'extrême droite, c'est une idée d'ultra-hiérarchie. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça qu'on va mettre de l'avant. C'est un système très, très top to bottom, dans un sens, de haut en bas. Avec justement cette idée-là d'avoir, mettons, quand on parle d'ethno-nationalisme, pourquoi on percevrait ça d'extrême droite, c'est parce qu'on va percevoir une ethnicité, une nationalité comme étant supérieure à une autre, ou avec une espèce une nécessité de mettre ça comme de l'avant. Et donc, je dirais que tout ce qui est... Si on est pour concevoir la droite de cette façon-là, la gauche serait dans une perspective d'horizontalité, de se dire qu'on va pas, en fait, essayer de mettre de l'avant certaines personnes au-dessus des autres. Je trouve que ça, c'est souvent comme quelque chose qui est remis en question par plusieurs, mais à la base, fondamentalement, ce serait ça l'idée de gauche. Puis extrême, ça irait dans, je dirais, le type de geste ou l'extrémisme derrière la philosophie, derrière l'idéologie. Et donc, quand on parle de, mettons, lutte pour une justice climatique, une justice sociale, je dirais pas que c'est extrême. OK. Mais toi, tu fais partie d'une organisation qui s'appelle Last Generation, qui a fait beaucoup parler d'elle en 2024 parce qu'il y a eu des actions assez spectaculaires, notamment durant l'été. Là, vous étiez allé, je pense, à 2 reprises à l'aéroport. 3 reprises à l'aéroport. 3 reprises, il y en a une qui m'a échappé. Puis, par la suite, il y a eu le pont, le fameux incident du pont. Mais je reviens quand même parce que je te laisserai pas t'évader comme ça, ni te défiler. J'imagine que quand on fait partie de Last Generation, on trouve que la gauche au Québec, il y a beaucoup de gens qui sont mous là-dedans. Donc, si la gauche est molle, c'est parce que nous, on est plus loin à gauche. Donc, je reviens à la notion d'extrême. Ça n'existe pas, l'extrême gauche. Je pense que ça existe. Ça existe, l'extrême gauche. Au Québec, je pense pas. Non. Pour être honnête, j'ai de la difficulté à penser à quelque chose d'aussi extrême que ce qu'on voit justement avec la montée de l'ultra-masculinisme, de l'ethno-nationalisme. Je pense que ça, c'est une philosophie, une idéologie qui est fondamentalement extrême, qui a justement ces fondements-là oppressifs, dans le sens, c'est des fondements qui vont à l'encontre du bien-être d'une majorité. Puis je pense que la gauche peut être extrême, je dirais, dans ses tactiques, dans la façon dont c'est fait. Fait que tu le reconnais, ça, que dans les tactiques, par exemple. Je pense que c'est possible, mais je pense pas qu'en ce moment, au Québec, on a quelque chose qui ressemble, mettons, au FLQ.
Je dirais que faire sauter des bombes, ce serait extrême. Ça, c'était de l'extrême gauche. J'aurais tendance à dire que c'était extrémiste. Après ça, Hey, là, come on. si on est pour faire la sémantique, Oui, ben, c'était pas moi, de la droite, là, le FLQ, quand c'était même. pas de la droite, non. C'était des Donc, marxistes-léninistes, il y avait des... je pense que des marxistes-léninistes qui font sauter des bombes, Ouais. ce serait de l'extrême gauche, à mon avis. Des jeunes personnes qui font de leur mieux pour essayer d'avoir de l'air respirable puis de l'eau potable, je dirais que c'est assez raisonnable. D'accord. Mais revenons sur ces gestes d'éclat-là, parce que vous avez fait beaucoup, vous étant les gens de l'organisation. Je t'ai déjà reçu à Cube, on peut se tutoyer, j'imagine. Tu étais même venu me voir au Salon du Livre, on s'était croisés, je me rappelle. Tu as signé mon livre. Oui, c'est vrai. C'est ton livre. Donc, vous avez fait quelques gestes d'éclat. Toi, tu as pris part à certains d'entre eux. Le pont, on va y venir. Mais tu m'as appris que tu avais aussi, et ça, je veux qu'on vienne là-dessus parce que ça m'a quand même assez surpris. Tu as même fait ça, tu as bloqué un pipeline. Ouais, un terminal pétrolier, ouais, en 2022. Ouais, le terminal pétrolier Valero dans Montréal-Est, qui est comme la fin de la ligne 9B, qui est un pipeline de Enbridge qui a maintenant 47 ans, qui est désuet, qui est corrodé, qui pourrait fuir à n'importe quel moment et donc qui, pour nous, semblait être une nécessité en fait que ça ferme. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de bloquer. Donc, moi, je fais de l'escalade industrielle. C'est des talents que j'ai. Mais attends, parce que là, ça ressemble à quoi cette affaire-là, cette structure-là? Elle est hors de l'eau? Elle est dans l'eau? Donc, en fait, cette structure-là, c'est dans Montréal-Est et c'est un terminal pétrolier. En gros, c'est la fin d'un pipeline et c'est ça qui va aller mettre le pétrole issu des sables bitumineux, le pétrole brut, dans des gros bateaux qui vont se faire raffiner par la suite. Donc, c'est tout près du fleuve. Et l'objectif, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a grimpé sur 2 grandes structures qui servent d'espèce de bras mécaniques avec un tuyau dedans pour faire passer le pétrole du pipeline dans les gros bateaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est ça. C'est en grimpant sur ces structures-là et en mettant un container bétonné à l'entrée. C'était une grosse action. On a, en fait, empêché pendant 24 heures le transfert du pétrole du pipeline au bateau. Okay. Et donc, à ce moment-là, je pense que c'était encore aujourd'hui le plus long blocage d'un terminal pétrolier au Québec, fait par des allochtones. Je pense que les peuples autochtones font ça depuis beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux que nous, mais c'est ça. Dans la mémoire récente, c'est le plus long blocage que... Puis vous aviez fait ça pour quel motif? Ben, c'est ça, en fait. Nous, ce qu'on se dit, c'est que l'eau potable de la ville de Montréal et des alentours, la majorité passe à travers la rivière et prairies, des Outaouais, des Mille-Îles, le fleuve Saint-Laurent. Ouais. Et le pipeline, qui est corrodé et qui est dangereux, passe dans ces cours d'eau-là aussi. Et on a en fait une admission de la part de la ville de Montréal qu'il n'y a pas de plan de secours. Si ce pipeline-là fuit, c'est 3 millions de personnes qui perdent l'accès à l'eau potable du jour au lendemain. Et donc, dans cette perspective-là, on s'est dit que c'est nécessaire en fait de mettre de l'avant cet enjeu-là pour le bien-être de tout le monde. Parce que 3 millions de personnes qui perdent accès à l'eau potable, c'est une crise sans précédent ou presque sans précédent à Montréal. Et donc, c'était à la fois pour physiquement bloquer la structure, mais aussi pour mettre de l'avant la nécessité pour les médias d'en parler plus et de s'assurer de faire sa job, en fait. Puis y avait-tu un risque de déversement de pétrole ou un accident industriel qui était face à vous quand vous vous êtes lancé là-dedans ou c'était une procédure totalement sécuritaire? Ce que nous, on a fait, ce que vous avez fait. Totalement sécuritaire, en fait, c'est quelque chose qui est... Le flux est déjà arrêté à ce moment-là. Okay. Donc, on attend que le flux soit arrêté. Donc, c'est pas comme s'il y avait quelque chose qui passait puis on a décidé de le couper et donc de mettre de la pression dans le tuyau. Le tuyau était déjà bloqué en attendant le prochain bateau. Et c'est à ce moment-là qu'on a grimpé. Et donc, il n'y avait pas de risque de fuite. On n'a pas mis plus de pression dans le... Puis vous avez été arrêté, j'imagine, pour ça. Oui, on a été arrêté. De quoi ils vous ont accusé? Puis à quoi ça a ressemblé, l'arrestation? Je veux que tu me racontes ça. T'étais-tu chez tes parents? T'étais-tu non, on a été arrêté sur le spot. On the spot. Tu t'es pas enfui, t'es resté là. T'as attendu la police. Puis là, ils sont-tu montés vous chercher? Oui, en fait, c'était ça la réflexion. Nous, on a été, pour répondre à ta première question, on a été accusé d'entrave au travail du policier, méfait pour plus de 5 000 $ et entrée par effraction. Donc, c'était ça nos 3 chefs, qui sont quand même des chefs d'accusation graves. Mais avec la désobéissance civile puis cette tactique-là, cette façon-là de faire des actions non violentes, on a cette idée-là de rester jusqu'à ce qu'on se fasse arrêter. Le but, c'est pas de s'enfuir. Le but, c'est de s'assumer dans ce qu'on fait. Puis c'est pour ça que je peux te dire ça aujourd'hui. Puis comme en effet, c'est moi qui étais sur le pont, c'est moi qui ai bloqué le terminal pétrolier. Parce que justement, il y a cette idée-là de s'assumer parce qu'on fait la bonne chose, dans un sens où au moins on lutte pour une cause qui est bonne pour tout le monde.
Et donc, il y a cette idée-là, mais non, en fait, la structure, comment ça s'est passé? En fait, c'est pour ça qu'on avait un container bétonné à l'entrée. Il y a un container qui a été amené qui bloquait l'entrée pour les gens qui venaient nous chercher. Donc, le service de police de Montréal n'a pas pu venir nous chercher avant de tasser le méga container qu'on avait placé à l'entrée. Puis, on avait une personne sur le top du container, une personne devant et 4 personnes à l'intérieur qui s'étaient accrochées. Et donc, il n'y avait pas la possibilité de couper le container sans blesser les gens à l'intérieur. Sans tuer un, là, sans en couper un en morceaux. Là. Et ça va à l'encontre un peu de leur protocole, mettons, de couper quelqu'un en deux pour passer. Est-ce que c'est ça qu'ils ont donc appelé une entrave au travail des policiers? Entrave, c'est très facile à avoir. En fait, tout ce que ça demande, c'est que le policier te dise de faire quelque chose. Mais... Moi, je connais personne qui a déjà fait une entrave, mais je t'écoute bien m'expliquer ça. Honnêtement, probablement. Les gens qui écoutent, probablement, ont déjà entravé au travail du policier sans même le savoir. C'est juste que souvent, c'est pas... Il n'y a pas d'accent mis dessus. Ouais. Mais c'est dès qu'un policier, un agent de l'ordre, de la paix, te demande de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est une entrave à son travail. Donc, au moment où tu es détenu ou que tu as quelque chose que tu fais qui va à l'encontre, mettons, potentiellement à l'encontre de la loi, un policier peut te mettre en état de détention ou d'arrestation. Et à ce moment-là, tout ce qu'il te dit, tu dois le faire, dans un sens. Et donc, nous, ils nous ont juste demandé de descendre. On n'est pas descendu et c'est comme ça qu'on a eu entrave. Le container avait pas rapport avec avec ce chef d'accusation-là. Okay. Mais c'est ça, en fait. Ça nous a permis de gagner du temps, d'avoir ce container-là. Et donc, c'est après avoir terminé tout ça, avoir réussi à enlever tout le monde à l'intérieur qu'ils ont pu venir nous chercher par la suite. Puis toi, tu as été arrêté. Là, as-tu eu un procès? C'est-tu terminé, ça? Ouais. Ou c'est... En fait, ça vient de finir. OK. Il y a comme un scoop, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dans le fond, le scoop, c'est qu'on a plaidé non coupable avec une défense de nécessité. Donc, c'était ça la réflexion dans le procès, c'était de se dire, en effet, on va pas prétendre qu'on n'était pas là. On s'est filmé en haut, on a fait des entrevues, on a parlé du fait qu'on a fait ça. Et donc, le but, c'était pas de dire non coupable parce qu'on n'était pas là puis on l'a pas fait. C'était de dire non coupable parce que, oui, on l'a fait, mais c'était nécessaire. Ça fait partie, étant donné la situation climatique urgente, étant donné le risque pour l'eau potable de 3 millions de personnes, on s'est dit que c'était nécessaire de faire cette action-là. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de plaider à la cour. Donc, on a passé 10 jours de procès où, en fait, on a un peu renversé la preuve. Plutôt que de demander à la couronne ou au procureur prouver qu'on était là, prouver qu'on l'a fait, c'était à nous de prouver que c'était raisonnable pour nous de faire ça puis que c'était nécessaire. Le juge... c'était votre stratégie. C'était la stratégie c'est légale. pas ce qu'on vous a demandé, parce que dans un procès, c'est effectivement à la couronne de faire la preuve qu'il y a eu tel acte criminel. Ouais. Mais vous avez décidé, c'était quoi, pour des raisons idéologiques? Parce que vous vouliez peut-être faire même jurisprudence? On espérait faire entendre la justice dans cette cour-là en se disant... Mais votre justice. Notre justice, mais la justice pour 3 millions de personnes qui sont à risque d'avoir pas d'eau potable, puis qui, on sait, causerait des morts, causerait comme une catastrophe en termes d'hygiène, puis en termes de danger pour la population. Donc oui, à ce moment-là, c'était notre justice. On espérait que ça devienne la justice. Mais ce qu'on a vu, c'est un système qui, plutôt que de se remettre en question, a décidé d'y aller by the book, dans un sens, puis de se dire, vous avez commis un crime, vous êtes donc criminel. Alors que ce qu'on espérait, c'est que ce soit, vous avez commis un crime, mais c'est un crime qui était pour le bien-être de la population. Aviez-vous vraiment cet espoir-là? Pendant un temps, j'y ai cru. Plus maintenant, évidemment. Mais oui, je pense que on a passé 5 jours à expliquer l'urgence de la situation en termes climatiques. On a eu des expertes qui sont venus pour nous parler de notre fenêtre d'opportunité. Il nous reste 5 ans pour drastiquement changer les choses. Autrement, on sait qu'on s'en va vers des boucles qui sont très, très dangereuses. On a eu des gens qui sont venus expliquer que pour chaque baril de pétrole qu'on a bloqué ce jour-là, il y a des vies qui ont été sauvées. On a des gens qui sont venus pour nous parler de la nécessité de la désobéissance civile dans tout mouvement social qui, aujourd'hui, sont considérés bénéfiques pour la société. On pense aux suffragettes, on pense aux gens qui ont fait les droits civiques aux États-Unis, qui ont poussé pour ça, le classique Martin Luther King. Et donc, aujourd'hui, on considère que c'est évident que ces gens-là ont eu des gains pour la société, mais qui, à ce moment-là, étaient des criminels. On sait que Martin Luther King a été en prison. On sait que les suffragettes ont fait beaucoup plus que la désobéissance civile, mais aujourd'hui, on ne viendrait pas remettre en question leur tactique, étant donné le bien-être que ça apportait à la société. Et donc, on espérait que la justice, pendant ce procès-là, en fait, arrive à des conclusions similaires. De se dire que, en effet, on a brisé la loi, mais potentiellement que la vie
de millions de personnes était plus importante, en fait. Oui, je comprends. C'est comme si vous auriez, si vous aviez espéré que on anticipe peut-être une erreur de jugement, c'est-à-dire aujourd'hui, on va juger sévèrement des gens qui ont commis un acte criminel, mais on le sait que dans 50 ans, ce seront plutôt des héros, donc vous vous attendiez du système qu'il soit capable de se projeter dans 50 ans. Ce qui n'est pas quelque chose qui est capable de C'était faire. peut-être... Non, mais écoute, sans que ce soit forcément un reproche à ton égard, je pense que plus tu vas vieillir, puis on va y venir tantôt à quel âge tu as, puis combien, à mon avis, c'est quand même encore surprenant que tu fasses ça à ton âge. La vie est ainsi faite. C'est-à-dire que les systèmes sont, de ton point de vue, en tout cas, en retard, ils se trompent, et un jour ou l'autre, ils entendent raison. Je ne sais pas si la comparaison avec, par exemple, le droit des femmes, par exemple, à voter, ça se fait vraiment parce que sur la question environnementale, ça fait quand même 40 ans, si ce n'est pas 50 ans qu'il y a de l'activisme. Ça a été un peu plus rapide, disons, à partir des années, je ne sais pas, des années 30 jusqu'aux années 40, quand il y a eu les mouvements des suffragettes. Tu sais, on dirait que ça pogne moins, ce mouvement-là, au plan environnemental, cette lutte-là climatique. Il faut dire que dans les années 70, c'était pas aussi présent que ça l'est aujourd'hui, mais dans les années 80, ça existait, là, des gens qui bloquaient des ponts et des gens qui passaient à l'action. Pourquoi d'ailleurs tu penses que ça décolle pas, cette cause-là? Je pense que c'est une cause qui remet en question énormément de choses. Parce que la cause ou les causes de l'urgence climatique, c'est des causes qui sont structurelles, qui sont systémiques. C'est un enjeu qui, en fait, remet en question énormément de la façon dont notre système produit et consomme. Je pense que c'est difficile pour beaucoup, en fait, de s'imaginer un monde où la crise climatique ne serait pas une conséquence inévitable de notre mode de vie. Puis plus que notre mode de vie, c'est notre système économique qui, en fait, n'a aucun avantage à prendre en compte l'urgence climatique dans ses calculs. Et donc, ce qu'on voit, c'est énormément de lobbying pétrolier, énormément de lobbying gazier. On sait que British Petroleum était au courant depuis les années 60, depuis les années 70, des conséquences de son produit. Et a décidé d'activement, en fait, mettre des millions de dollars, voire des milliards de dollars dans la contre-information, dans ce qu'on appelle le greenwashing. En fait, c'est devenu du greenwashing. Dans le temps, c'était du climato-négationnisme. Il y en a encore aujourd'hui, mais moins. Mais ce qu'on voit, c'est énormément de pression qui est mise par le système privé dans une perspective de profit plutôt que de prendre en compte les besoins de la population. Ce qu'on sait, c'est qu'on a 5 lobbyistes pétroliers ou gaziers par jour qui rencontrent nos ministères. 5, c'est quand même beaucoup. Quand on considère que nous, on vote une fois aux 4 ans, de penser qu'on a 5 lobbyistes pétroliers par jour qui viennent parler avec nos ministères directement, puis que quelque chose comme 80% des discussions n'ont aucune note prise, que c'est à huis clos, que c'est pas partagé au public. Ça peut remettre en question, en fait, cette idée-là que c'est par désintérêt de la population que ça pogne pas. Je pense qu'on a des forces très, très grandes qui vont à l'encontre du bien-être public. Et donc, c'est notre travail en tant que personnes qui sommes conscientes de la situation actuelle, de faire quelque chose par rapport à ça. Mais penses-tu pas aussi que, tu sais, par exemple, tu parles, bon, on est allé bloquer un bout de pipeline, on a mis du ciment, c'est ça, là, tu sais, pour... bon, là, tu t'attaques à une structure qui n'a pas d'âme ni de cœur, c'est de la tôle. Bon, tu bloques une partie de la circulation. Mais là, par contre, quand vous allez à l'aéroport, moi, je m'en rappelle, parce que je travaillais cet été à la radio, puis c'est survenu, cette affaire-là. Puis là, évidemment, beaucoup de gens commentaient sur les réseaux sociaux, disaient, là, je suis pogné dans le trafic depuis 5 heures, j'ai pas vu ma mère depuis 10 ans, elle arrive au pays, elle doit avoir peur, être à l'aéroport, elle sait pas où je suis pas capable de la contacter. Bon, là, et c'est là que j'aimerais t'entendre, parce que là, on entre dans du militantisme qui agace les gens. Puis ça, agacer, peut-être que le mot est faible, parce que des fois, c'est pire que ça. Ça handicape une journée, ça paralyse une société. Je reviens à ma question. Pourquoi cette cause-là ne décolle-t-elle pas? Est-ce que c'est en bonne partie parce que vos actions font chier le monde? Je pense qu'il n'y a jamais eu de mouvement social qui n'a pas fait chier le monde. T'es sûr de ça? Dans le temps des droits civiques aux États-Unis, le taux d'appréciation du mouvement était autour de 4% à certains moments. Il y a la majorité des gens qui étaient fondamentalement en désaccord. On sait qu'il y a des bus qui étaient brûlés. On sait qu'il y a des gens qui se faisaient assassiner. Il y a eu des gens il y a eu des meurtres liés à
aux figures politiques qui poussaient pour ces luttes-là. Je pense que de penser que l'urgence climatique ou les tactiques utilisées par le mouvement climatique, en fait, sont plus dérangeantes que ce qu'on est habitué de voir dans les mouvements sociaux, je pense que c'est historiquement faux. Oui, mais parce que si tu prends par exemple la lutte pour les droits civiques, c'est une lutte que j'aime bien. Il y avait des moyens, bon, par exemple, extrêmes, en tout cas, peut-être que tu ne les qualifieras pas ainsi, mais les Black Panthers, par exemple, c'était un mouvement qui allait dans l'extrême. Tu pourrais me dire que c'était nécessaire. C'est pas la question. La question, c'est eux, par exemple, je pense qu'ils polarisaient davantage la société qu'un Martin Luther King, qui, lors de la marche à Washington, a fait un discours humaniste, universaliste. Bon, il y a des gens que ça agaçait cette journée-là, mais si on écoutait le texte cette journée-là, on se disait « Wow, c'est quelqu'un qui en appelle à quelque chose de beau et qui se contente d'un discours, c'est un pacifiste. » Tu sais, ça, c'est pas ce que vous a proposé tant que ça comme tactique. Vous êtes plus proche des Black Panthers, par exemple. Donc, proche des Black Panthers. Ben, c'est peut-être un compliment que je t'envoie. Je le prendrai. Bon, mais on n'est pas armés. Non, vous n'êtes pas armés, mais dans le sens que vous... on donne pas de déjeuner aux enfants. Non, mais vous êtes dans les actions physiques, vous êtes dans de l'activisme, vous êtes sur le terrain, vous paralysez la société. Et donc, quand tu me dis les luttes ont toujours dérangé, ben ça dépend. Il y avait des manières, et il y a toujours bien des manières de mener la même lutte, mais de façon peut-être plus tranquille. Oui, après ça, je pense que les plus beaux textes de Martin Luther King, il les a écrits en prison. Puis je pense qu'il y a une raison pourquoi il était là. Tu sais, je pense que les tactiques sont toujours différentes dépendant du contexte social. Je pense que c'est important qu'on soit pas dans une espèce de réflexe de se dire que, mettons, la désobéissance civile, c'est pas un end-all be-all. C'est pas comme c'est ça qui va fonctionner, puis that's it. Je pense que, un peu comme n'importe quoi, on voit des changements quand il y a un dérangement. C'est très, très facile pour toute société, surtout les sociétés modernes aujourd'hui où on voit une capacité de coopter la plupart des messages qui est très, 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 très facile. Je pense que c'est nécessaire qu'on prenne en compte, en fait, le fait qu'au moment du speech de Martin Luther King, en effet, la majorité des gens qui étaient là ont écouté ces mots, mais la majorité des gens qui n'étaient pas là n'ont pas écouté ces mots. Tu sais, je pense que si on est pour faire des parallèles de ce genre-là, c'est nécessaire qu'on prenne en compte l'idée que, en effet, il y a toujours eu de la répression politique. Il y a toujours eu des enjeux de popularité des mouvements sociaux parce qu'un mouvement social, fondamentalement, c'est l'objectif de changer le statu quo, de changer ce qui fonctionne actuellement. Je pense que c'est un réflexe humain de trouver un confort dans les choses qui ne changent pas pour une société qui est confortable. Et donc, c'est un peu le devoir des gens qui sont inconfortables, des gens qui voient, en fait, soit qui le sont, soit qui ont une empathie pour ceux qui le sont, de s'assurer que cet inconfort-là, qui, dans notre cas, est existentiel, c'est un inconfort par rapport à une crise qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Je pense que le plus proche, c'est comme The bubonic plague, je sais pas comment ça en français. Non plus. Mais la peste noire, là, genre, t'es quand même bien tombé parce que t'es pas tombé sur quelqu'un qui va faire semblant de penser que d'être pogné dans le trafic pendant 5 heures, c'est la fin du monde. OK? Je sais que c'est un des arguments que vous sortez souvent et je l'avoue, je me ferais peut-être blâmer pour dire ça, mais je suis désolé, je suis pas capable de penser que c'est la fin du monde que d'être pogné dans le trafic 5 heures. Après, je pense pas que c'est rien. Puis je pense que dans certains cas, puis on va parler du pont, je pense que dans certains cas, il y a eu des cas où ça a peut-être même menacé la vie de certaines personnes, puis vous y aviez pas songé, d'après moi. Mais dans l'ensemble, c'était un embarras pour beaucoup de gens. Puis je suis pas en train de défendre vos tactiques, mais tu sais, c'est pas la fin du monde. J'insiste là-dessus. Le pont. Ça, on va y revenir parce que tu étais là, le pont. Parce que tu as été porte-parole de Last Generation quand il y a eu les actions à l'aéroport. Pour les gens qui nous écoutent, je rappelle que vous étiez allé, en gros, asperger les murs, les vitres de peinture. C'est ça que vous aviez même bloqué ensuite l'accès. Tu es en train de... Tu t'en rappelles? J'essaie de calculer, genre, de me rappeler. Le premier jour, on a bloqué l'entrée. Le deuxième jour, on a... C'est vrai. Peinturer les fenêtres. Puis le troisième jour, on a bloqué la sortie. C'était comme back à back. Vous aviez mis, pas toi, là, mais tes camarades, vous aviez mis de la colle sur la route pour ne pas être capable de pouvoir vous tasser puis pour bloquer finalement la route, pour donner finalement le choix aux automobilistes de vous écraser ou d'attendre. Ouais. C'est ça que s'était passé. Pourquoi vous aviez fait ça? En fait, c'est une tactique vieille comme le monde. On la voit beaucoup en Europe. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, c'est dans une perspective de rendre ça plus difficile et donc que ça dure plus longtemps et qu'on soit obligé d'en parler. C'est vraiment ça la réflexion derrière l'idée de se coller les mains au sol. C'est de se dire, de un, en fait, ça
aide avec l'entrave au travail du policier, parce que c'est comme, c'est pas ma faute, je peux pas m'enlever. Ça demande c'est un certain niveau de risque, évidemment. Ben, c'est quand même de votre faute, là. Oui, mais s'il me dit sors, là, t'es comme. Ah, tu peux plus, ok, tu peux plus obéir aux consignes des policiers. Ouais. Puis vous aviez fait ça pour le pétrole, pour les voyages en avion, c'est ça? C'était par rapport à la nécessité de diminuer notre production de pétrole dans le monde et pour avoir un traité de non-prolifération des énergies fossiles, qui est un traité international qu'on essaie de mettre de l'avant et qui est promu par des pays qui sont des îles qui risquent d'être complètement ensevelis par l'eau avec la montée des océans. Et donc, c'est des pays qui se battent pour une question existentielle de l'existence de ces nations-là. Donc, on pense aux îles Tonga, on pense aux îles Samoa, qui sont les premières à avoir mis ça de l'avant, cette idée-là qu'on se doit de diminuer pas tant la consommation que la production d'énergie fossile, parce que c'est une question existentielle pour ces nations-là. Moi, je pense qu'en tant que peuple québécois, on devrait avoir une certaine solidarité puis une certaine empathie envers des nations qui se battent pour leur existence. Puis pour notre... quand je pense aux îles Tonga puis au président qui est en larmes, en se disant comme, dans 15 ans, mon pays n'existera plus. Puis au peuple de Tonga qui se dit, non seulement mon territoire n'existera plus, mais ma culture va disparaître. De se dire que... puis je pense qu'on en revient à l'idée que oui, c'est de la gauche, oui, c'est de la droite, mais cette crise climatique-là devrait affecter même les ethno-nationalistes dans un sens, de se dire, un ethno-nationaliste avec de l'empathie serait quand même... Je suis pas un ethno-nationaliste. Non, je sais, je te pointe toi, mais je pense à ce que tu dis. Non, je pense pas. Non. Je pense qu'il y a quand même cette idée-là de se dire qu'on se bat pour être en mesure de voir l'humanité, en fait, continuer aussi simple que ça. Et donc, en effet, je pense que c'est difficile pour les gens d'être pognés dans le trafic. Je pense que j'ai aussi de l'empathie pour ces gens-là qui sont pognés là. Mais dans un autre sens, j'ai l'impression que on est, nous aussi, dans un sens, forcés à faire ces actions-là parce qu'on voit mettons, de la forêt brûlée. 5% de la forêt avait brûlé l'été d'avant cette action-là. C'est pour ça qu'on avait fait ça. On voit des nations disparaître ou à risque de disparaître. On voit des endroits complets sur Terre qui deviennent désertiques et que les gens doivent fuir. Et donc, il y a cette idée-là de rapport au territoire, puis c'est-à-dire qu'on veut que les peuples soient en mesure de vivre, puis que l'humanité puisse continuer. Mais tu sais, je t'écoute depuis tantôt, tu présentes ton idée, ton programme comme un élément appartenant au bien. C'est-à-dire qu'on fait ça pour les bonnes raisons, on fait ça pour tout le monde. Puis d'ailleurs, tantôt, c'est un peu comme ça que tu te défendais d'être d'extrême gauche, parce que tu disais la gauche, elle veut le bien commun, on est dans une logique qui n'est pas verticale, on est dans l'horizontale. Moi, je te ferais remarquer quand même, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que la gauche a de la difficulté à progresser, c'est que aussi longtemps qu'elle saura à se présenter comme le véhicule du bien et non comme une idée véritablement politique, parce que le bien, c'est la morale. Ouais. Et la morale, on n'est plus en politique. On est même plus loin de la raison. C'est le bien, le mal, bon. Ben, aussi longtemps qu'elle va rester encastrée là-dedans, elle va avoir de la difficulté à séduire parce que les gens, ils n'ont pas envie d'entendre des gens leur dire que leurs idées à eux, c'est les idées du bien. Parce qu'eux, ils se disent alors, mais si je ne suis pas d'accord avec toi, suis-je du côté du mal? Parce que le bien et le mal, c'est ça. Hein? C'est un axe où il y a deux joueurs. Il n'y en a pas 1000. Il y a le bien, il y a le mal. Donc, ça, c'est, à mon avis, une certaine forme d'immaturité sur le plan rhétorique, de s'en tenir au bien et au mal. Tu sais, la gauche pourrait formuler des idées, articuler des raisonnements qui soient essentiellement politiques. Tu sais. Ouais. Je pense que la gauche le fait. Je pense que c'est pas... Mais pas ta gauche, par contre. Dans le mouvement environnemental, spécifiquement, j'aurais tendance à être d'accord avec toi que c'est un défaut. Je pense d'être incapable de projeter une image du futur. Tu sais, de se dire, on se bat contre ce qui existe, mais on n'est pas capable d'imaginer la suite. On est tellement dans se battre contre le système actuel, dans ce sens, parce que c'est un système qui est sur le point de détruire tout le monde. Je pense que je serais d'accord de dire que le milieu environnemental, c'est un milieu qui est beaucoup plus moral que politique. Mais je pense que Mais c'est pour ça vous sert mal, ça. Ouais. À mon avis, c'est comme si vous étiez à l'étape presque adolescente du raisonnement politique, c'est que vous êtes rendu encore à dire, bon, il y a le bien, il y a le mal, mais le jour où vous allez être capable de faire passer ça
comme un vrai programme politique qui n'est pas axé sur le bien et le mal, parce que ça n'existe pas tant que ça, le bien et le mal en politique. C'est-à-dire, il y a juste des gens qui pensent des certaines choses, qui ont des backgrounds différents, qui ont lu des affaires différentes. Il n'y a pas les méchants puis les bons. C'est pas aussi simple que ça. Donc, le jour où vous allez être capable de vraiment articuler un programme, là, peut-être que ça va plus décoller. Genre, je réfléchis à ça, puis c'est peut-être ce qui vous manque, finalement. Je pense que dans le contexte actuel, j'aurais tendance à dire que oui, en effet, je suis d'accord que c'est quelque chose qui est manquant pour la plupart des mouvements environnementaux. Mais dans un contexte où le bien et le mal, pour moi, c'est la vie au-dessus du profit. Tu sais, j'ai de la difficulté à voir comment on peut percevoir ça comme étant mauvais. De dire que la vie d'une majorité de la population a plus de valeur que les profits d'une minorité. Je pense que ça, il y a un quasi-consensus sur l'idée que le profit des multimilliardaires ne devrait pas être un justificatif pour causer du tort. Non, je sais pas, mais c'est parce qu'il y a des gens qui te diraient probablement que depuis que leur pays, et là je parle par exemple du Venezuela ou de pays, même au Moyen-Orient, depuis que mon pays, dirait-il, exploite le pétrole, mon niveau de vie a augmenté. Donc là, à ce moment-là, l'axe que tu fais entre la vie et voyons, la nature, ou la vie et le profit, ben là, ça marche plus parce que tu as aussi des pays où depuis qu'on exploite le pétrole, la qualité de vie s'est améliorée. Je peux voir comment, à court terme, le pétrole peut être un gain pour une société. Je pense que c'est un peu l'histoire des 200 dernières années. C'est, à court terme, le pétrole fonctionne. Tu sais, on le sait, c'est une façon d'avoir de l'énergie qui est très, très efficace. Je pense que c'est un peu comme une drogue, de se dire que à court terme, ça fonctionne. À long terme, tu as une crise cardiaque. Tu sais, de se dire, on va pas commencer à se dire que parce que maintenant, j'ai beaucoup d'énergie, je devrais prendre des Red Bull aux 3 minutes. Tu sais, c'est comme, en effet, tu vas avoir de l'énergie pour un bout, mais tu vas crash. Je pense qu'il y a cette idée-là. Après ça, je pense que pour revenir à l'idée de la morale puis du bien et du mal, je suis d'accord qu'on a... Puis je dis « on », mais comme, tu sais, je pense que le milieu environnemental a souvent été mis de côté, mis en silo par rapport aux luttes sociales. Tu sais, de se dire que la crise climatique, c'est une cause en soi, puis que les crises sociales, c'est une autre cause. De se dire que ça, c'est naturel. Tu sais, science nat, science humaine. Mais ça, on va y revenir tantôt. Parce que vous prenez effectivement position sur bien des affaires, mais je vais quand même te laisser finir ta phrase, là. Ben non, mais en effet, je pense que c'est juste pour dire qu'on en tant que mouvement écologiste, en gros guillemets, on a un devoir aussi de comprendre qu'on n'est pas juste écologiste. Et donc, la crise climatique, c'est un symptôme d'une cause qui est plus profonde. C'est pour ça qu'on va parler justement de lutte contre les multimilliardaires, qu'on va parler de lutte contre un système capitaliste qui met le profit au-dessus de la vie. Ouais, vous allez prendre position pour la Palestine, par exemple, dans le conflit qui l'oppose à Israël. Je veux qu'on revienne sur, parce que ça, c'est sûr qu'il faut en parler, les gens qui nous écoutent, ils veulent savoir, tu étais là, je veux que tu nous racontes la journée où vous avez bloqué le pont. Donc, raconte-moi cette journée-là, comment ça a démarré, quand est-ce que vous avez eu cette idée-là, je te laisse aller. Tu sais, ça, dans le fond, le pont, c'est une action qui avait eu lieu il y a 5 ans aussi, en 2019, 2 semaines après la fameuse manif d'un demi-million de personnes dans les rues, où il y avait Justin Trudeau qui marchait avec nous, comme si c'était pas contre lui qu'on manifestait. Il y a eu justement la plus grosse manifestation à ce moment-là de l'histoire de l'humanité pour une cause écologiste. On a été battus la semaine d'après. Mais pendant 1 semaine, c'était la plus grosse manifestation de l'histoire pour le climat. Et on a vu absolument aucun changement. On a vu que ça n'avait rien ébranlé, qu'il y avait vraiment une idée que c'était bien cute, c'était bien gentil, mais Greta qui fait un speech, c'est pas suffisant pour fondamentalement remettre en question, en fait, le cœur des gens. Je pense qu'il y a eu cette idée-là qu'on allait être capable de faire nos demandes et que si on était assez nombreux, assez nombreuses, on allait se faire écouter sans avoir cette confrontation-là. Et donc, 2 semaines après, en 2019, le 8 octobre, à mon souvenir, 2019, il y a 3 membres de Extinction Rebellion qui ont décidé de grimper le pont, le même pont, et qui ont fait, à ce moment-là, le plus gros coup d'éclat environnemental des 20 dernières années. C'était massif à ce moment-là. Et donc, nous, ce qu'on s'était dit, c'est justement qu'il y a cette nécessité-là qu'on remette de l'avant l'urgence climatique, mais dans une perspective aussi, puis tu sais, on parlait, on avait le kéfier palestinien, on essayait de faire le lien entre la lutte par rapport à l'urgence climatique et donc l'idée qu'on ne peut pas se permettre de se déresponsabiliser en tant que population, mais en tant que gouvernement, en tant que nation, on ne peut pas se dire qu'en fait, on n'est pas responsable de ça.
De la même façon qu'on ne peut pas se déresponsabiliser de ce qui se passe en Palestine en ce moment, puis du soutien, de la complicité canadienne par rapport à ce qui se passe. Ça prend beaucoup d'imagination pour faire un lien entre les deux quand même. Je comprends ce que tu veux dire. Ce qui est au cœur du lien, c'est le fait que les Canadiens regarderaient ailleurs. Que le gouvernement canadien mentirait à sa population et en fait négligerait autant la population ici qu'ailleurs dans une perspective de faire plaisir à ses amis. Okay. C'est toujours cette idée-là de dire qu'on on se bat contre un système qui favorise une minorité, une extrême minorité de la population aux dépens autant ici qu'ailleurs, de la vie de gens qui sont innocents, qui n'ont rien demandé et qui, dans les faits, se font, dans le contexte palestinien, génocidés. Je ne sais pas si on va avoir un débat là-dessus, ou qui vont, ici, en fait, se faire négliger par le gouvernement et qui vont voir, justement, comme leur air devenir non respirable, leur eau devenir non potable, leur maison se faire brûler. Tu sais, quand on a parlé la dernière fois, je pense qu'on avait... C'était Jasper qui brûlait à ce moment-là. Oui, tout à fait. C'était à l'été 2024, donc. Ouais. Là, on le voit en ce moment au Manitoba, on a déjà des morts. On est mi-mai. On a déjà des gens qui meurent à cause des feux au Manitoba. On a déjà des gens qui doivent être déplacés. La période des feux de forêt a commencé 2 semaines avant la fois où Jasper a brûlé, quand on s'est jasé la dernière fois. Et donc, il y a cette nécessité-là, en fait, de forcer, en fait, le gouvernement à justifier cette négligence-là. Je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire avec cette action-là. Mais raconte-moi la journée, parce que honnêtement, c'est... peut-être que tu n'arrives pas à le reconnaître toi-même, mais pour la plupart des gens, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans le fait de faire ça, dans le sens que ça sort de l'ordinaire. T'sais, pour toi, c'était peut-être une journée bien normale là, de monter sur un pont, mais toi-même, tu le crois pas. C'était intense. Une journée. Bon, ben, raconte-nous ça. Fait que tu te réveilles le matin. Est-ce que vous avez fait ça tôt, là, je me rappelle? On a fait ça, on est arrivé à 4h30 ce matin-là. Ouais. On est arrivé... Il y avait des gens là, qui circulaient déjà là, à cette heure-là. Oui, il y avait des gens qui circulaient déjà. Mais tu sais, d'un point de vue sécurité, mettons, comment tu montes le pont? Là, j'ai fait l'erreur de dire que c'était facile. Je pensais que tu allais dire d'un point de vue sécurité, c'était quand même moyen, là, ta affaire. Non, mais on connaît nos affaires. Là. On est formé là-dessus. En fait, à ne pas faire à la maison, quand même. À ne pas faire à la maison, c'est très, très important. Je n'incite personne à faire ça. Mais on est... Ouais, c'est bien formé. Ça, t'incites personne à faire ça. Donc, ton action... Mon objectif, c'est pas d'inciter les gens à faire comme moi. Okay. Je pense que c'est inévitable que les gens finissent par réagir d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas parce que je l'ai fait. Je pense que les feux de forêt sont beaucoup plus... rendent inévitable la résistance populaire, beaucoup plus que les gens qui résistent. Mais bon, pour revenir. 4h30, on se pointe, on a déjà nos harnais, on a déjà tout ce qu'il faut et on commence à grimper la structure. Je pense que ça prend 5 minutes que quelqu'un appelle la police. Et la police arrive et décide... Ça arrive vite, la police, quand même? Quand même. Ben, c'est une artère quand même importante de Montréal, donc la police est quand même rapide sur les lieux. Mais entre arriver et être en mesure d'arrêter l'ascension, c'est quand même 2 jobs différentes. Mais la police décide en fait à ce moment-là de bloquer toutes les voies, ce qui n'est pas dans leur protocole. La police, en général, mettons qu'on était monté pour sauter. La police n'aurait pas bloqué toutes les voies. Il y a cette idée-là que la police a un pouvoir discrétionnaire par rapport à le degré de blocage de la chose. Et d'un point de vue protocolaire, étant donné qu'on était clairement en mesure d'être sécuritaire, parce que c'est évident, puis on avait quelqu'un au sol qui avait été appelé ce matin-là qui n'était pas au courant de rien, qui a été arrêté par la suite et aussi amené en prison, mais on en jase après. On avait quelqu'un qui nous connaît, qui avait été appelé ce matin-là, puis qui s'était fait justement comme... On avait juste... Cette personne-là sait qu'on est sécuritaire, et ça a été communiqué à la police. Mais elle a quand même décidé de bloquer toutes les voies. Donc, on continue l'ascension. Ça nous prend peut-être 1 heure. Là, ils font ça pourquoi, là? Juste pour comprendre. Parce que ça, dans le fond, c'est que je suis pas mal sûr que c'est ça qui est arrivé. C'est que par la suite, avec les critiques qui vous ont été adressées, vous avez voulu sans doute vous défendre en allant voir c'était quoi le protocole. Puis c'est là que vous êtes rendu compte que c'est la police qui avait pris cette décision-là, ou vous le saviez déjà qu'ils n'allaient pas bloquer une voie. Puis là, vous avez été surpris qu'ils le fassent, qu'ils bloquent les 2 voies, en fait. Oui, c'est que pour... on sait c'est quoi le protocole parce que c'est quand même un pont qui est grimpé relativement fréquemment. Ah ouais? On a les Fathers for Justice, je pense. Ça fait un bout de ça qui se sont pas manifestés, ouais. Mais il n'y avait pas bloqué toutes les voies à ce moment-là. Alors que c'était des gens qui n'avaient pas d'équipement, qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient et qui étaient à risque de tomber.
sais, nous, on sait ce qu'on fait. Puis Les Fathers for Justice, juste pour que les gens, c'est des pères monoparentaux qui montaient le pont pour faire valoir le fait qu'ils avaient perdu la garde de leurs enfants, pour sensibiliser les gens de la société. Donc là, vous montez sur ce pont-là. Ben là, en attendant que la police arrive, vous continuez votre marche. Et là, continue. Et donc, on se rend jusqu'en haut. Tu sais, ça prend peut-être 45 minutes. C'est ça. Rendu à un certain point, c'est fait pour être monté. Tu sais, il y a des endroits pour les gens qui travaillent en construction, s'assurer de la rénovation. Donc, le début, on a besoin de l'équipement, puis après ça, on fait juste monter en restant sécuritaire, mais c'est quasiment des marches. Et rendu en haut, on voit le magnifique lever de soleil et on voit les gens qu'on bloque. Puis je pense que ça, c'est un moment pour moi qui avait jamais bloqué personne personnellement. J'ai déjà été porte-parole pour des actions justement comme les aéroports, comme pour l'aéroport qui avait bloqué du monde. Ouais. Mais moi, c'est la première fois que je ressentais qu'il y avait une possibilité que j'avais un impact concret sur la vie des autres. Théoriquement, je savais que c'était une possibilité. Mais là, de voir les chars, puis d'un côté, de voir les chars, puis de l'autre, de voir les lumières de la ville tranquillement s'allumer. Puis de voir, en fait, on est au-dessus du fleuve Saint-Laurent, on voit les chars qui klaxonnent, on voit la police qui s'organise, puis on voit les lumières s'allumer en même temps que le lever du soleil. C'est une espèce de scène où c'était comme, à ce moment-là, je savais pourquoi j'étais là. Je voyais les lumières s'allumer, puis je ressentais tellement comme d'amour puis d'empathie pour les gens qui se réveillent, puis qui vont justement comme s'assurer de faire de leur mieux pour, mettons, nourrir leurs enfants, pour s'assurer de payer leur loyer, pour whatever. Il y avait vraiment ce sentiment-là d'être comme... C'était un moment qui était plus grand que moi, dans un sens. Puis qui est comme difficile à mettre en mots. Ben, d'autant plus que je comprends pas exactement en fait ce que tu as ressenti, parce que c'est comme si tu me disais, j'ai compris que ce que je faisais existait véritablement. J'avais même un impact. Je voyais la file de voitures qui s'accumulait. Mais est-ce que tu te sentais coupable? Est-ce que tu te sentais mal? Il y a une partie de moi qui se sentait coupable, c'est sûr. Je pense que c'est impossible de ne pas avoir d'empathie pour les gens qui sont bloqués ce jour-là. Je pense que tu demandes à n'importe qui fait des actions de ce type-là, puis c'est impossible de se dire ces gens-là ne sont pas aussi des victimes de cette situation-là. Mais tu sais, je pense qu'il y a une différence à ce moment-là où je me dis, c'est encore une fois, c'est une négligence gouvernementale qui pousse les jeunes personnes comme moi à faire ce genre de truc-là. Et donc, il y a un espèce de sentiment de se sentir forcé de faire quelque chose qui devrait être pris en charge par le gouvernement. Je pense que de répondre adéquatement à l'urgence climatique, de répondre adéquatement aux villes qui brûlent, ça devrait pas être des gens de 24 ans que j'avais à ce moment-là pour forcer le débat genre le débat parlementaire. Ça devrait pas être ma job de faire ça. Et donc, il y a une frustration aussi liée à sentir que j'aurais tellement voulu ne pas être là ce matin-là, dans un sens. Pas que je regrette, mais que j'aurais voulu pas avoir un gouvernement qui néglige sa population au point que je me sens forcé de faire ces choses-là. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a un weird sentiment d'empathie avec les gens qui étaient bloqués. Parce que j'étais comme, autant que vous, j'ai pas le goût d'être là ce matin. Mais j'ai dû faire le choix de faire ce que je croyais juste, puis ce que le consensus scientifique approuve comme étant une réelle menace existentielle. Mais on revient quand même à la question de... tu vois, c'est souvent ça qui arrive quand je reçois des gens, c'est qu'on revient à des questions du début parce qu'on explore des thématiques, puis on s'en sort pas des thématiques. Je reviens à ce que je te disais tantôt, je suis obligé de le faire. Tu sais, pourquoi il n'existe pas une... Parce que tu dis, on est obligé de le faire parce que les gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités, ne témoignent pas de la gravité de la situation. Ben si, et là, en passant, quand je dis si, c'est pas que je doute des rapports du GIEC puis bon, du consensus scientifique, mais si c'est si grave, tu vas comprendre où je m'en vais, pourquoi il n'y a pas d'action qui est prise? D'action démocratique, d'action partisane, hein, de gouvernement écologiste, ou en tout cas de gouvernement beaucoup plus sensible à cette cause-là. Pourquoi on est encore, 40 ans plus tard, parce que ça a commencé dès les années 80, l'action comme ça, telle que tu l'entreprends et que tu continues de le faire, pourquoi on est encore là-dedans? Je pense que c'est une énorme question.
Ben, mais c'est parce que, honnêtement, avant que tu y répondes, c'est parce que la réponse est dans votre camp. Ouais. C'est vous autres qui n'avez pas été capables de mettre au monde des leaders plus modérés, qui auraient obtenu les mêmes résultats que vous parce qu'ils auraient réussi à mieux comprendre l'âme québécoise, qui n'est pas une âme révolutionnaire, qui est une âme réformiste. Les Québécois ne sont pas des révolutionnaires. Oh oui, je le pense. Et c'est un défaut qu'on a. Oui. Donc, je pense que c'est à vous de répondre à ça. C'est facile de dire, ben, les gens, ça prend du temps avant de les convaincre de quelque chose. Non, mais vous avez formé des élites. La gauche a formé des élites. Elle a éduqué un tas de personnes. Pourquoi il n'existe pas cet homme ou cette femme politique-là? Oui, je pense que au Québec, en effet, cette personne-là est difficile à trouver. On le voit dans le monde quand même qu'il y a de plus en plus de gouvernements qui sont en mesure de répondre plus ou moins adéquatement à cette lutte-là, à cette crise existentielle-là. Je pense que le Canada puis le Québec, mais au Canada, parce que genre il y a beaucoup de ça qui est un pouvoir fédéral. Je pense que l'enjeu, c'est qu'on est un pays qui s'est fondé sur l'exploitation du territoire. T'sais, on est le 4e plus grand exportateur de pétrole au monde. Je pense que on a un système politique qui a énormément de difficultés à faire des choix difficiles qui ne sont pas dans le très court terme. Je pense que l'idée qu'on ait des élections de 4 ans, c'est, d'un point de vue démocratique, une bonne chose. D'un point de vue vision long terme, ça rend ça difficile. Je pense que c'est pour ça qu'on doit avoir en fait une population qui est beaucoup plus forte et qui est comme en mesure de réagir au gouvernement plutôt que de se faire guider par le gouvernement. Le gouvernement, dans sa structure, a de la difficulté à voir au moyen ou au long terme. C'est pour ça que quand on voit d'ici 2050, on va avoir fait telle affaire, je suis comme, il y a des élections en 4 ans, tu penses que tu vas encore être au pouvoir à ce moment-là? Ah oui. Comme dès qu'on parle de plus loin que dans 4 ans, ça crée un sentiment que c'est pas un problème pour maintenant. Bon, mais là, quand quelqu'un de gauche me fait cette critique-là du régime parlementaire, j'ai quasiment peur que tu me fasses l'éloge de la dictature, parce que ça serait beaucoup plus simple s'il y avait effectivement un dictateur qui s'installait pour 50 ans. Lui, il pourrait dire, quand il dit « dans 2050, on va être là », il pourrait certainement l'assurer. C'est pas là que tu veux nous envoyer, là. Non. Je pense que, encore une fois, si on en vient à gauche-droite, dictateur, c'est vraiment plus un mouvement droitiste que gauchiste. Non. On peut débattre sur... Ben on n'a même pas besoin d'en débattre. Je peux te nommer 15 dictateurs de gauche. Je pense qu'à la base, c'est des gauchistes qui se sont perdus dans le droitisme. Mais genre, c'est un... Oh non, je pense qu'il y a très peu de réels dictateurs de gauche. Ça va à l'encontre de la philosophie. Je pense que c'est pas parce que tu te nommes communiste que t'es de gauche. Mais ça, c'est comme un... Ben là, tabarnouche, arrête avec ça, là. Les communistes sont de gauche. Hey, vous avez pas de défaut, les gens de gauche, c'est incroyable, là. Assumez votre histoire sanglante. Non, mais je veux dire, notre histoire sanglante. Je veux pas être genre Staline, c'était mon... Non, mais Staline était de gauche. Le communisme, c'est de gauche. Parce que Staline, à un certain point, était de gauche et est devenu un dictateur qui honnêtement, n'était ni droite ni gauche, était un dictateur. Genre. Ouais, je pense qu'il y a de la... En tout cas, Non, mais effectivement, on ne s'entendra pas là-dessus. Ça sert à rien de poursuivre la discussion. Mais sur la question, donc, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Le Canada se serait développé, en fait, c'est développé, c'est une réalité historique, c'est développé par rapport à l'exploitation du territoire, mais tu as quand même d'autres sociétés occidentales, par exemple la France, l'Angleterre. Ce ne sont pas des sociétés qui se sont développées de la même façon, mais où le sentiment par rapport à l'action directe, l'activisme écologiste est à peu près la même. C'est-à-dire la réaction est une réaction d'indifférence pour la plupart ou alors de mépris. En tout cas, moi, c'est ma lecture. Donc, est-ce que ça a vraiment rapport avec le fait que notre pays s'est développé, notre pays étant le Canada, ça me fait mal à la bouche de dire ça, mais bon, s'est développé sur l'exploitation du territoire ou c'est juste, non, en réalité, les Occidentaux sont dans un confort et ça va leur prendre quelqu'un qui ne menace pas leur confort et il faut en tenir compte, sinon on perd, on étant votre groupe. J'aime ça, on est... Non, je prends mes précautions. Je pense qu'on voit une dynamique différente, mettons en France ou en Angleterre, où il y a beaucoup plus d'actions de ce type-là. T'sais, en France, les manifs les plus soft en France, à Paris, c'est les manifs les plus intenses qu'on aurait vus ici. Je pense qu'il y a un sentiment que c'est beaucoup plus normal pour le peuple français de remettre en question la légitimité de son gouvernement. C'est exact. Et je pense que c'est aussi vrai
en Angleterre. Je pense qu'il y a justement cette capacité-là du peuple, en fait, d'avoir un sens critique face à son gouvernement qu'on a, je pense, pas perdu, mais qui s'est endormi un peu ici. Je pense qu'on est un énorme territoire avec très peu de gens dessus, comme proportionnellement à la taille. C'était, oui, vraiment. Là. Et donc, je pense que c'est très difficile parce qu'on est divisé en tant que, moi aussi, je vais dire, en tant que pays, le Canada. T'es indépendantiste? Je suis pas fédéraliste. OK. Voilà. T'es perdu un peu. Si j'avais à choisir, je serais plus indépendantiste que fédéraliste, mais je pense que c'est pas c'est pas pour ça que je bloquerais un pont, mettons. Je comprends. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est un territoire qui est très, très grand. C'est un territoire où le peuple est divisé puis où le peuple a moins d'histoire, dans un sens. Je pense que le Québec est différent là-dessus, mais le Canada en soi, c'est vraiment comme 3 compagnies pétrolières dans un trench coat. Tu sais, comme quand on voit la façon dont le Canada a été construit, c'était une entreprise qui s'est trouvée une identité nationale. Mais à la base, c'était des entreprises qui étaient là. Puis je pense que c'est très difficile pour nous de se défaire de ça. Je pense que c'est pour ça que le Québec est particulièrement capable de faire ces changements-là. Puis je pense que c'est pour ça que je dirais que le Québec était plus révolutionnaire que réformiste. Je pense qu'on a une capacité de remettre en question l'ordre établi qui est moins présent dans le reste du Canada. Puis on le voit dans le degré de mobilisation sur toutes les causes entre le Québec et le reste du Canada. Il y a vraiment cette capacité-là qu'on a de remettre en question ce qui est dit par nos gouvernements. Puis, on parle de dictature. Moi, je pense que, là, ça va sonner communiste, mais je pense que la dictature du peuple, genre de se dire que le peuple, ça devrait être qui est solide, puis les gouvernements sont là pour le cas par cas. C'est le gouvernement qui est là pour le court terme, mais le peuple devrait être celui qui gère le moyen et le long terme. Je pense que, parce que c'est nous qui sommes affectés par les politiques gouvernementales, on ne devrait pas avoir un pouvoir uniquement une fois aux 4 ans. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est là qu'il y a cette nécessité-là pour ce genre de discussion-là, de se dire que il n'y a pas Legault qui nous regarde en ce moment. Là. Je pense qu'on... Ah, tu seras surpris. Peut-être. Pas en ce moment. D'après moi, il regarde le podcast. Interesting. Ah ouais. Je pense que justement, il y a cette nécessité-là qu'on soit en mesure de remettre ça en question puis qu'on puisse avoir un dialogue entre nous sans avoir à choisir un camp, justement, d'un point de vue politique. Puis, en fait, je n'ai peut-être pas dit ça, mais je me suis présenté aux élections fédérales, moi, il y a quelques... Tu t'es présenté dans ma circonscription. Ah ouais? Puis je m'en suis rendu compte le lendemain de l'élection parce que je t'ai écrit, c'est le lendemain que je t'ai invité au balado. Vrai. Donc le 29 avril 2025, puisque l'élection était le 28. Oui. Le même jour que ma sentence. Et je me suis rendu... C'est une grosse journée pour toi. C'est une grosse journée. Et je me suis rendu compte que tu t'étais présenté pour le Parti vert dans Hochelaga. Moi, j'ai voté pour le Bloc. Mais oui, mais ça, donc tu passes... Mais alors là, c'est fascinant. Parce que, vois-tu, c'est là que je voulais m'en aller. Tu as 25 ans. Oui. Tu as bloqué un pont à 24 ans. Oui. Là, moi, vois-tu, quand je t'ai demandé ton âge tantôt, tu es arrivé, je me serais attendu à ce que tu sois un peu plus jeune. Dans la mesure où, et tu me diras si j'ai tort, non, c'était pas un jugement sur ta façon de t'habiller ou ta barbe, c'est juste, pour moi, c'est des actions qu'entreprennent généralement les très jeunes, tu sais, puis tu es encore très jeune, mais tu comprends ce que je veux dire, les 18, 19, 20, 21, 22 ans. Et tu as 25 ans, et là, tu te présentes en politique. Donc, pour moi, c'est peut-être contradictoire dans la mesure où si tu prévois, et tu n'as pas besoin de révéler quoi que ce soit, refaire une action semblable, c'est-à-dire une action comme celle qui a été entreprise sur le pont, ben, en même temps, le fait que tu te présentes en politique, c'est aussi la preuve que tu es peut-être passé à autre chose. Est-ce que, là, il y a beaucoup de questions dans ma question, là, mais au plan psychologique, là, est-ce qu'à 25 ans, faire encore ce que tu as fait l'année passée, ça commence à faire un petit peu tard là, dans la vie normale de quelqu'un? Je serais curieux de savoir pourquoi ce serait considéré comme juvénile de faire ce genre d'action-là. Ben, parce que, de la même façon que tantôt, je prenais la liberté de dire que l'écologisme qui est encore à se définir autour de l'axe bien-mal, c'est un écologisme qui est encore adolescent. Pour moi, il y a quelque chose, et c'est une opinion personnelle, puis tu sais que je te manque pas de respect. Je t'aurais pas invité si c'était le cas, mais je trouve qu'il y a quelque chose de peut-être un peu adolescent, dans le fait de faire moins valoir les idées et nos arguments et la nécessité de convaincre les gens de cette façon-là.
je trouve quelque chose d'adolescent, donc, dans le fait de moins privilégier ça que l'action. Au même titre qu'un enfant, quand il veut se faire entendre autour de la table, il jette sa soupe à terre, puis tout le monde le regarde, alors que quand il vieillit, il fait valoir son point. Mm. C'est ce que je trouve peut-être de juvénile là-dedans. Je pense que c'est pas une question de un ou l'autre. Ce serait peut-être ça ma réponse, de se dire que on se doit, en effet, d'avoir des arguments qui sont plus rationnels, qui sont capables de répondre plus adéquatement au langage utilisé par la politique institutionnelle. Mais je pense que si c'était juste ça qui était pour convaincre les gens, on serait déjà convaincus. Je pense que en lisant le rapport du GIEC, je suis pas comme ces gens-là, c'est des ados. Je pense que c'est des gens qui savent ce qu'ils disent. Mais non, mais eux autres, ils montent pas sur le pont, arrête. Là. Non, mais je pense que si c'était pas eux que je qualifie d'ados, c'est toi là, que je qualifie d'ados. Ce que je veux dire, c'est s'il y avait juste les arguments rationnels, si c'était seulement ça qui était en mesure de faire les changements sociaux, on a des adultes dans la pièce qui ont fait ce genre d'action, qui ont eu ces discours-là, qui continuent de mettre de l'avant ces discours-là. Le secrétaire général de l'ONU martèle ces discours-là depuis le début, puis je pense pas qu'on pourrait le considérer comme étant juvénile. Je pense que c'est nécessaire d'avoir des gens qui sont en mesure d'avoir un discours un discours plus institutionnel pour mettre de l'avant ces points-là. Mais je pense que historiquement, il y a toujours eu des besoins pour des électrochocs dans nos sociétés. Je pense que de la même façon que la plupart des mouvements sociaux ont eu des franges qui étaient en mesure d'avoir mettons, l'aspect construire, puis il y en a d'autres qui étaient plus dans l'aspect détruire. Je pense que c'est souvent la dichotomie résister, fleurir, brûler, bâtir. C'est une espèce de... Je pense que si on ne fait que construire, c'est beau, mais on doit être... C'est beaucoup plus lent, déjà. Et ça finit par ne pas fonctionner ou se faire coopter par des forces beaucoup plus grandes que les nôtres. Mais si on est en mesure d'avoir à la fois des gens qui mettent de l'avant un visage, qui sont en mesure d'avoir un discours qui rassemble les gens, c'est nécessaire, mais comme on l'a vu en 2019, c'est pas juste le fait que les gens soient d'accord avec nous qui va permettre un changement social. Je pense qu'il faut aussi avoir un électrochoc puis une capacité de la population de sentir que le pouvoir, c'est pas juste de voter aux 4 ans, c'est aussi d'être en mesure de se faire entendre au courant des cycles électoraux, entre les cycles. Mais non, mais je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que, et c'est la raison pour laquelle je voulais t'inviter, c'est que tu représentes quelque chose qui a toujours existé dans la société. C'est-à-dire que tu n'es pas une anomalie, t'es pas, ou enfin, ton organisation n'est pas une. Vous n'incarnez pas un accident de l'histoire. Il y a toujours eu des forces. Et moi, j'insiste sur le fait que c'est extrême. Si ça ne te plaît pas, bon, j'aurais essayé. Et pour moi, ça a existé, ça va exister. Mais sur la question du juvénile, c'est qu'il me semble qu'il fut un temps où les jeunes s'occupaient de cette action-là. Les jeunes étant les plus jeunes que toi, ou alors les jeunes comme l'âge que tu avais à l'époque. Mais tu sais, quand quelqu'un a 40 ans, il fait ça, il y en a peut-être dans votre gang qui ont 40 ans, là. Mais tu trouves pas qu'il y a quelque chose de comme décalé? C'est-à-dire, toi, à 40 ans, tu devrais être peut-être parmi les adultes, puis tu l'as dit toi-même tantôt, les adultes. C'est toi qui as utilisé, tu me dis pourquoi tu utilises le mot juvénile, mais tu as utilisé le mot adulte. Donc, toi-même, tu fais une sorte de classement, tu sais, au plan de l'âge dans toutes ces étapes-là de la vie. Est-ce qu'on peut, par exemple, se lancer en politique, comme ce que tu as fait pour le Parti vert, et continuer de mener des actions comme ça, ou tu trouves pas que j'ai raison quand je dis qu'on passe d'une étape à une autre? Je pense que là, ce n'est pas mon intention de refaire ces choses-là. J'ai compris ma leçon. J'ai compris ma leçon. Si le juge entend en ce moment notre discussion, sache que j'ai compris ma leçon. François Legault écoute le podcast et il y a des juges qui écoutent le podcast aussi. Tu fais bien. Bien. Et donc, je n'incite personne à faire quoi que ce soit et j'ai compris ma leçon. Si on peut partir avec ça, puis ensuite je peux... je pense que c'est pas contradictoire, en fait, de se dire qu'une fois aux 4 ans, tu vas aller en politique, puis que si ça fonctionne, tant mieux, tu fais passer à la politique institutionnelle maintenant et tu peux faire des changements à l'interne. Si ça fonctionne pas, tant pis, ça ne veut pas dire que ton pouvoir politique est rendu nul à ce moment-là. Je pense que le choix de tactique, c'est une question qu'on doit avoir d'un point de vue stratégique, qu'on doit réfléchir à comment faire pour arriver à nos objectifs. Puis on peut avoir des désaccords sur qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais je pense que d'agir politiquement, et donc la plupart du temps, les actions qui sont efficaces sont des actions qui ne sont pas nécessairement légales. Je pense qu'il y a cette nécessité-là de se dire, c'est pas nécessairement immature, ça peut l'être, ça peut l'être, mais c'est pas nécessairement immature de
de vouloir avoir un pouvoir politique et d'aller le chercher d'une façon ou d'une autre entre les moments électoraux, sans nécessairement dire que les moments électoraux sont impertinents. Je pense que les gens qui sont élus ont une énorme influence sur les politiques publiques, évidemment. Mais je pense que c'est de la même façon que les lobbies ont compris ça depuis des années. Les lobbies ont compris que, genre, tous les lobbyistes votent aux 4 ans, mais ils ont aussi des rencontres 5 fois par jour. Puis je pense que eux jouent avec l'idée que parce que c'est légal, parce que c'est correct d'avoir une influence directe sur les politiques publiques en étant des gens non élus qui ont des intérêts privés, parce que c'est légal, c'est bien. Mais c'est encadré, le lobbyisme. C'est encadré, mais pas tant que ça. 80% des discussions ne sont pas divulguées au public. Il y a très peu de lois sur le lobbyisme, autres que les lois par rapport aux bribes, aux pots de vin. Oui, les pots de vin. Ouais. Mais ça, c'est si on pogne les gens avec des pots de vin. Mais les lois sur le lobbyisme sont très peu encadrées, en fait. On a certaines informations, mais la plupart sont considérées confidentielles parce que c'est des secrets d'entreprise, c'est des secrets qui, s'ils étaient rendus publics, seraient considérés comme des menaces au libre marché. Whatever. Et donc, il y a beaucoup de façons de jouer avec les règles pour les lobbyistes. Puis il y a, je pense, une très faible critique des lobbyistes dans le discours public parce qu'ils sont beaucoup plus cachés. Mais ils peuvent être cachés parce qu'ils ont un énorme pouvoir économique que nous, on n'a pas en tant que population moyenne. Mais peut-être que vous devriez vous inspirer des lobbyistes. Et je le dis avec un peu de malice, mais à peine. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont fait avancer leurs pions, qui se sont institutionnalisés, qui sont aujourd'hui encadrés et, bon, si on leur prête de mauvaises intentions, qui réussissent quand même à faire avancer leur cause en défiant, en ayant trouvé des petits trous dans la loi. Mais vous êtes dans la brutalité, c'est-à-dire sur le plan de la forme. Sur le plan de la forme, on ne peut pas vous soupçonner quelques désirs, que ce soit de se modérer éventuellement. Vous êtes peut-être plus franc. C'est ce que tu me diras. Nous, on est franc-jeu. Nous autres, c'est you see what you get. Là, on s'assume. Ouais. Mais en même temps, la preuve est faite peut-être que le lobbyisme va l'emporter, ou en tout cas l'a emporté par le passé, en acceptant de jouer le jeu du système. On revient donc à ces gens-là qui, laissons tomber la dimension juvénile, mais commencent leur parcours militant en faisant de l'activisme et qui un jour se lancent en politique. Ça me fait penser à la cause de M. Boissonneau, là, qui est le candidat du Parti québécois dans Arthabasca. Là, on est le 20 mai aujourd'hui. On enregistre peut-être que lorsque l'épisode va sortir, on va être durant l'élection partielle d'Arthabasca. Ça, c'est un parcours qui a dû quand même... je sais pas, te faire sourire quand même. Quelqu'un qui était, tu me disais avant qu'on arrive ici, c'était pas n'importe quoi, le Sommet des Amériques en 2001, c'était hardcore. Ce sont les mots que tu as utilisés. Ouais. Puis lui, il est rendu à vouloir se faire élire comme député. Il a progressé. Puis progresser, en passant, ça veut pas dire s'améliorer. Ça veut dire qu'il a changé. Il y a une transformation dans sa... Ouais. Parce que, en effet, je pense que progresser, je sais pas. En tout cas, s'améliorer, je ne sais pas. Parce que pour les progressistes, le progrès, c'est s'améliorer, mais le progrès, ça veut dire se transformer, en fait. Dans ce cas-là, on est d'accord que... Je pense qu'en effet, puis je ne suis pas dans sa tête, je pense qu'il y a... C'est ça, c'est... L'objectif ici, c'est pas... Mon objectif, c'est pas de décrédibiliser les gens qui font ce genre de choix-là, d'aller en politique. Je l'ai fait moi-même. Je pense que c'est important, en fait, juste de réaliser que c'est un écosystème, tout ça. Et donc, il nous faut des gens qui combattent sur tous les fronts, dans un sens. Parce que je pense que oui, en effet, on pourrait essayer de jouer la game des lobbyistes, mais moi, je connais aucune ONG environnementale qui est multimilliardaire. Je pense qu'il y a quand même un degré de pouvoir sur la société qui est débalancé dans ce contexte-là, où on se bat contre les entreprises qui... C'est ça l'avantage quand tu mets le profit au-dessus de la vie, c'est que tu en as du profit. Right? Et donc, que les entreprises pétrolières vont évidemment, dans un système qui est en mesure de mettre le profit au-dessus de la vie, ils vont avoir un avantage. Parce que c'est joué dans les règles d'un système qui, fondamentalement, ne met pas une valeur à la vie humaine ou à la vie tout court, si ça peut être échangé contre un profit à court terme. Je pense que les grandes ONG font ce qu'on peut appeler du lobbyisme. Il y a des rencontres par-ci par-là avec des ministres. Il y a la capacité de discuter des fois de temps en temps. Puis quand on y pense, des manifestations, c'est une forme de lobbyisme. C'est de se dire, on va y aller, puis on va demander ce qu'on veut.
et en échange, on va voter pour vous, quelque chose. Mais je pense que 2019, ça a été une désillusion pour beaucoup de monde, parce que en tant que mouvement, on n'aurait pas pu espérer un plus grand lobbyisme que la plus grosse manifestation climatique du monde, de l'histoire. Et de voir que une couple de compagnies pétrolières, avec leurs multimilliards de dollars, sont en mesure d'avoir plus d'influence qu'un demi-million de personnes dans les rues de Montréal, je pense que ça... Tu sais, si on parle de radicalisation puis d'intensification des tactiques utilisées, pour moi, ce serait ça la cause première. Ce serait de se dire, on s'est pas fait entendre par les voies traditionnelles, puis on a beau essayer, on se bat, au sein de ce système-là, on se bat contre des adversaires qui sont plus forts que nous. Et donc, on se doit, en fait, de combattre hors de ce système-là, mais j'irais même jusqu'à dire que la désobéissance civile, c'est pas nécessairement sortir du système. Tu sais, on parle de désobéissance civile, c'est parce que, justement, on décide de se faire arrêter, on décide de s'assumer, puis de dire, moi, c'est Jacob, j'ai 25 ans, et j'ai bloqué le pont Jacques-Cartier. Parce que, justement, je pense pas que je vais à l'encontre de la société. Je pense que j'en fais partie, puis que c'est une responsabilité que j'ai d'en prendre soin. Et donc, c'est pour ça, en fait, que pour en venir au pont, c'est inconfortable pour moi de voir les gens en bas. Parce que c'est des gens que principalement que je veux aider, mais que j'ai une empathie pour ces gens-là parce que c'est dans une perspective d'éviter de la souffrance que je fais ça. Puis c'est difficile le moment de la souffrance à court terme est difficile d'un point de vue personnel, même si je sais que mon devoir en ce moment, c'est de penser au long terme, voire au moyen terme. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des gens qui sont en mesure dans la politique, puis de penser à court terme, puis d'essayer de jouer la game politique. Mais si on pense que c'est ça la solution, et pas de aussi résister dans la rue, de aussi se mobiliser, de s'organiser entre nous pour créer un rapport de force avec le gouvernement qui néglige sa population, je pense qu'on a la réponse à moitié. Ça prend de tout pour faire un monde et il reste du monde pour en parler. Merci, Jacob Pirot. Quand tu dis que c'est terminé pour toi, les actions, on dirait que j'ai l'impression qu'on va quand même entendre parler de toi dans les prochaines années. Merci encore d'être venu. Merci à vous d'avoir écouté le podcast. Si vous avez aimé ça, parlez-en, commentez, partagez-le. Le bouche à oreille, ça fonctionne encore. On se revoit mardi prochain. Merci.